Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les dérives homophobes et les violences de groupuscules attisent les tensions désormais autour du mariage gay et donnent lieu à une nouvelle passe d'armes entre la droite et la gauche. Qui est responsable à l'origine de ces dérapages? La cohésion nationale en danger, ce sera le thème de notre débat ce soir avec les sénateurs UMP Christian Cambon, PS David Assouline, également porte-parole du Parti Socialiste, et Elisabeth Ronzier, présidente de SOS Homophobie, et Martin Legros de Philosophie Magazine seront également avec nous tout à l'heure. Booster le plan compétitivité. Jean-Marc Ayrault reconnaît que les mesures de la boîte à outils du gouvernement sont lentes à se mettre en place et nous verrons que les 20 milliards de crédits compétitivité sont loin d'être utilisés par les entreprises. Les sportifs amateurs face aux mirages et aux dangers du dopage, enquête dans ce journal en marge des travaux de la commission d'enquête sénatoriale qui aujourd'hui a auditionné les cyclistes Basson et Montéour, un monsieur propre et un coureur qui s'est chargé dans le passé mais refuse toujours de jouer au repenti. Une fois n'est pas coutume, un satisfecit pour la France qui vient d'Allemagne. Les principaux instituts économiques de notre voisin estiment en effet aujourd'hui que la France va dans le bon sens avec plusieurs de ses réformes, notamment celle du marché du travail. Une vingtaine de ministres se sont réunis ce matin autour de Jean-Marc Ayrault pour dresser un bilan d'étape des mesures pour la compétitivité. Mais il y a encore beaucoup à faire pour le Premier ministre. Le pacte qui a fait l'objet de cette réunion 6 mois après sa mise en place, c'est un outil avec 35 mesures qui vont porter leurs fruits, qui n'ont pas un effet immédiat, c'est pas un coup de baguette magique, c'est de l'investissement, c'est de l'innovation, c'est du financement, c'est de la formation, c'est du soutien à l'export, c'est du dialogue social, et donc c'est ça qui va peu à peu contribuer à la croissance. Et Jean-Marc Ayrault reconnaît notamment que la mesure phare du crédit d'impôt compétitivité n'est pas encore assez utilisée par les entreprises. Celui-ci est censé offrir 20 milliards d'euros d'allègement pour les entreprises, mais cette somme est loin d'être atteinte. Explication et enquête de Mathilde Bélanger. En 6 mois, environ 2/3 des 35 mesures du pacte de compétitivité ont été engagées. Sa mesure phare, le crédit d'impôt aux entreprises, tarde à décoller. Jusqu'ici, 1500 entreprises, essentiellement des PME, ont déjà eu recours à cette mesure au titre du préfinancement pour une somme de 430 millions d'euros. La Banque publique d'investissement a également délivré 120 millions d'euros de trésorerie aux entreprises, un quart de la somme mise à leur disposition. Un démarrage trop lent, estime le rapporteur général du budget Christian Eckert. Le gouvernement veut donc booster sa mise en œuvre par un travail de pédagogie auprès des entreprises. D'autres nouvelles mesures sont à venir, comme la fin de l'obligation pour les très petites entreprises de publier leurs comptes. Le MEDEF de son côté a déjà appelé à lancer l'acte 2 du pacte de compétitivité. L'objectif n'est pas de faire de la France un pays low cost, a encore souligné aujourd'hui Jean-Marc Ayrault. Ce risque-là avait été pointé par Benoît Hamon qui se présente comme un ministre anti-austérité. Sur ce thème, le débat reste vif au Sénat où se poursuivait aujourd'hui l'examen de la loi sur la sécurisation de l'emploi. L'une des mesures sur la flexibilité, c'est-à-dire moduler les horaires de travail en fonction de la charge, est déjà à l'œuvre dans certaines entreprises. Reportage dans une société des Hauts-de-Seine, signé Fabrice Cunet. La flexi-sécurité. Dans ce cabinet de géomètres, la notion échappe encore à la plupart des salariés. Alors le président du groupe jouerait presque les VRP pour cet accord sur l'emploi. Pour l'instant, le sujet, je ne l'avais pas abordé publiquement avec tout le monde, craignant qu'il y ait comme une connotation politique, si vous voulez, qui ne soit pas compris. Mais vu la réaction intéressée de mieux comprendre la chose et d'en discuter ensemble, on va en profiter, on va en parler ensemble. Il faut lire ce que c'est. Il faut le lire avant, c'est mieux. Pour Éric Malenfer, le texte est équilibré. Les 90 salariés de son groupe auront des garanties en matière de mutuelle, de formation, voire de retour à l'emploi. Et pour sa PME, l'accord est synonyme de plus de souplesse. Ce qui est intéressant, c'est la mobilité externe, c'est l'évolution pour les contrats à temps partiel et dans la possibilité qu'il y a pour eux d'avoir des compléments d'heures qui
sont majorés de façon raisonnable, mais surtout qu'on puisse faire sans le risque de requalification en contrat à durée indéterminée. Vous voyez, tout ce package, en fait, pour des PME, sont des packages qui sont vraiment intéressants. Reste que pour ses détracteurs, le texte est une précarisation de l'emploi. Éric Malenfer ne conteste pas forcément cette critique. Mais pour lui, ce serait un mal pour un bien. Il faut d'abord considérer une chose, c'est qu'on ne crée pas une entreprise pour créer de l'emploi. On crée une entreprise pour créer de la richesse. L'emploi est la conséquence heureuse du succès d'une entreprise. Si on comprend ça, on donne la possibilité de développer l'entrepreneuriat et on développera l'emploi. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des postes qui soient supprimés. Il y aura d'autres postes qui seront créés, mais à plus haute valeur ajoutée, et donc on tire la France vers le haut. Dans cette logique, son groupe devrait recruter une dizaine de personnes cette année sur l'ensemble de la France. Et 2 postes pourraient aussi être supprimés. De quoi mettre en pratique le futur accord sur l'emploi. Dans la course à la présidence du MEDEF, Pierre Gattaz a reçu aujourd'hui le soutien de la puissante fédération de la métallurgie. Celui qui la préside et qui était un candidat virtuel et même déclaré, Frédéric Saint-Jour, a aussitôt retiré sa candidature. Attaque hier soir contre un bar gay à Lille. Attaque similaire également à Bordeaux, menace contre des parlementaires PS, action coup de poing à Lyon de groupes d'extrême droite, heure encore hier soir à proximité de l'Assemblée nationale. Le climat se tend sous l'action de groupuscules qui prennent motif donc le vote proche du mariage gay. La gauche et la droite se renvoient la responsabilité de ces dérapages. Julie Hulin. C'était il y a 3 mois, la première manifestation des opposants au mariage pour tous. Un rassemblement familial et coloré. Depuis, le mouvement des Antilles s'est peu à peu radicalisé, multipliant les opérations coup de poing. Comité d'accueil de ministres, occupation, harcèlement, les opposants durcissent le ton et certains deviennent imprévisibles, obligeant les porte-paroles à se positionner. Nous avons une charte de comportement. Cette charte de comportement et d'action est très claire. Ça doit être pacifique, contre l'homophobie. Explication nécessaire face à une réalité. L'opposition au projet gouvernemental a permis à des groupuscules d'extrême droite de se lancer dans une surenchère activiste. Des sénateurs et députés menacés de mort, un journaliste de la chaîne parlementaire attaqué hier soir et dans le même temps, 2 agressions homophobes dans des bars de Lille et Bordeaux. Aucune manifestation ne doit dégénérer. Aucune doit s'en prendre au bien public. Et il ne peut pas y avoir d'actes contre des personnes. De son côté, la droite a aujourd'hui condamné toute forme de violence, tout en accusant le gouvernement de ne rien faire pour pacifier. Une atmosphère électrique s'est installée. Sur fond de crise économique et sociale, la démocratie semble attaquée, rappelant à certains les climats contestataires les plus sombres de notre passé, comme les années 30, ou encore sommes-nous en 1789, à moins qu'il ne s'agisse pour la droite d'un mai 68 à l'envers. Avec nous, donc, le sénateur et porte-parole du PS, David Assouline, bonsoir. Le sénateur UMP, Christian Cambon, bonsoir. Elisabeth Ronzier, qui préside SOS Homophobie, bonsoir à vous. Et puis Martin Legros est avec nous également de Philosophie Magazine. Bonsoir, merci d'être là. Alors, on l'a vu, hein, vous avez vu les couvertures des hebdomadaires cette semaine. S'il fallait chercher une référence historique, laquelle aurait votre préférence aux uns et aux autres? Alors on a vu 1789, les années 30, mai 68, mais un mai 68 à l'envers, s'interrogeait le Figaro ce matin, David Assouline. Non, je ne vais pas faire de comparaison parce que je n'aimerais pas qu'on en arrive là, mais celle qui peut se rapprocher le plus, et idéologiquement et sur la forme, quand on a vu une manifestation qui a essayé d'envahir le Sénat, c'est 1934. Enfin, c'est pas, on va pas dire 1789 ou 68 quand c'est aux ligues qui étaient montées sur le Parlement. Des extrémistes qui viennent des beaux quartiers, de Neuilly en particulier, ça fait pas un 1789 ni un mai 68. Hein. Christian Cambon, alors, on dit que la droite imagine un mai 68 à l'envers. Que pensez-vous de cette référence ? Moi, je n'imagine rien du tout de référence historique. Nous sommes dans des circonstances tout à fait particulières. Le projet qui a été lancé n'est pas un projet qui unit la France. On sait qu'il contrevient à l'opinion de nombre de familles françaises. Tout ça a commencé de manière, j'allais dire, plutôt sympathique, en chantant. Et puis, comme ces familles ne sont pas entendues, il y a une radicalisation de la part des extrêmes que nous regrettons et que nous condamnons. Car je maintiens qu'il n'y a pas dans l'opposition actuelle
d'homophobie. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Il y a simplement un désaccord de fond qui aurait pu être tranché par un référendum. Et donc, comme les gens ont l'impression de ne pas être entendus, cela laisse une voie très large à des extrêmes dont nous combattons les méthodes. Alors, Martin Legros, vous avez vu toutes ces références historiques qui sont un peu contradictoires pour certaines d'entre elles, évidemment, comme le soulignait David Assouline. Moi, je crois qu'elles sont en tout cas très égarantes, parce que s'il fallait souligner un point de la situation actuelle, c'est les Français sont totalement déboussolés. C'est-à-dire qu'ils ont... Ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils veulent trancher politiquement une question qui s'est résolue partout ailleurs, de manière, je dirais, libérale. Regardez les pays les plus catholiques d'Europe, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, ont réglé ça de manière libérale en disant chacun définit la famille comme il l'entend et y met la signification qu'il entend. C'est aussi vrai de l'Argentine, d'où vient le pape. Je crois. Et les Français sont un peuple politique, peut-être le dernier peuple politique, et donc veulent décider politiquement et collectivement du sens qu'ils mettent dans ces questions-là. Donc à la fois c'est un signe d'une politisation de plus en plus extrême d'ailleurs de cette question, et en même temps, je dirais, c'est aussi le signe que sur l'ensemble des questions politiques, ils ont le sentiment de ne plus avoir prise sur les choses, alors que cette question-là, être père, être mère, être fils d'eux, être fille d'eux, ça traverse tout le monde. Donc chacun a une voix au chapitre et une capacité de comprendre les choses, alors que la crise de l'Europe ou de l'euro, personne l'échappe intellectuellement. Donc je dirais que c'est le signe d'un déboussolement, d'une volonté d'un peuple politique qui veut trancher encore politiquement des choses collectives, mais qui en même temps a le sentiment que les vraies choses politiques lui échappent et donc qui se focalise sur une question, somme toute, qui est une question privée dans les autres pays. Donc voilà, c'est une protestation, une radicalisation qui exprime bien d'autres choses selon vous. Alors on va en parler, mais alors la parole quand même à Elisabeth Ronzier. Donc on cherche des références. On pourrait peut-être remonter moins loin dans le temps, peut-être quelques années ou quelques décennies en arrière, quand l'intolérance vis-à-vis des homosexuels était plus forte qu'aujourd'hui, enfin du moins le croyait-on pour aujourd'hui? Du moins le croyait-on, oui, à une échelle historique plus courte, ça peut rappeler un peu les débats et les violences qu'on a connues à l'époque du Pax, mais ça, enfin, les manifestations qu'on connaît ces dernières semaines, ces derniers mois ont quand même ça d'inédit qu'elles rassemblent des gens qui veulent s'opposer à l'octroi de droits pour une partie de la population, ce qui n'a, selon moi, rien à voir avec les différentes références historiques que vous avez listées. Pour vous, aujourd'hui, plus que jamais, les homosexuels sont en danger dans notre pays? Ah non, ils ne sont pas en danger. Néanmoins, on sent qu'il y a encore du travail à faire pour faire comprendre que justement, ils ne sont pas en danger ni pour le pays, ni pour la société, ni pour la famille, ni pour les enfants. Je dis sont en danger. En danger, non, ils ne sont pas en danger. Ils ne sont pas en danger, ils n'en sont pas un non plus. Voilà, très bien. Alors à l'Assemblée nationale, il y a eu un incident de séance. Aujourd'hui, elle a été interrompue après un mot inouï prononcé par le député UMP du Rhône, Philippe Cochet. Je vous propose d'écouter cette séquence. Eh bien moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train de créer un précédent. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Je n'ai pas peur de ce terme. C'est une réalité. C'est inacceptable. Alors, d'après vous, est-ce que ce mot, assassinat, ne peut qu'encourager les violences et les extrémismes? David Assouline. Oui, je vais réagir à ça parce que c'est le paroxysme de ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines. Mais je n'ai pas bien compris vos propos tout à l'heure sur le fait qu'ici on veut politiser un débat qui s'est fait ailleurs de façon libérale. Partout, il y a une loi pour que le mariage soit ouvert aux homosexuels. Et en Espagne, pays très catholique, et d'ailleurs les conservateurs qui sont revenus au pouvoir derrière, qui étaient opposés à cette loi, ne l'ont pas remise en cause. Et ici, ça doit passer par une loi. Et la loi qui a été promise, qui a été débattue largement, qui est débattue complètement normalement. Au Sénat, elle a été adoptée. À une autre époque, elle n'aurait pas pu passer le Sénat. Elle a été adoptée largement à l'Assemblée. Elle va être réadoptée. C'est la légalité. Or, on assiste à quelque chose, et c'est cela que je veux souligner. Qu'il y ait des extrémistes, on sait toujours qu'il y a des extrémistes de tous bords. Sauf que, depuis plusieurs semaines, la droite républicaine, dans l'hémicycle, justifie le fait que le Parlement n'a pas le droit de citer. La démocratie parlementaire n'est pas légitime pour parler là-dessus. Ils ont voulu un référendum. On peut toujours préférer telle ou telle voie, mais pas... Ils n'ont pas dit c'est parce qu'on préfère. Ils ont dit parce qu'on n'a pas le droit, le Parlement, de légiférer sur cette question de société. C'est ce que vous avez dit, vous pensez ça, M. Cambon? Je veux juste finir. Non seulement ils l'ont dit, mais je peux ressortir les propos qui ont été tenus ici et que je ne déforme à aucun moment et à aucun mot. Et donc ça fait quoi? Eh bien, ceux qui sont dehors se disent
le Parlement n'a aucune légitimité, il sort d'une certaine légalité naturelle, on va dire, donc on peut passer à l'action illégale. Et ce qui est en train de se passer a été d'une certaine façon armé par des propos irresponsables comme celui de cet après-midi. J'avais vu dans la dernière manifestation Monsieur Wauquiez qui disait « on gaze des enfants ». Là, on dit « on assassine des enfants ». C'est des gens qui veulent le calme, c'est des gens qui appellent au pacifisme, qui disent ça. Comme élu de l'UEP, d'abord, est-ce que vous êtes choqué, voire scandalisé par ce que vous avez entendu à l'instant? Évidemment, je ne me retrouve absolument pas dans l'utilisation d'un langage pareil qui est tout à fait déplacé et qui ne calme pas les choses, bien évidemment. Alors vous avez entendu David Assouline, il dit que c'est vous, l'opposition, qui êtes responsable de cette détérioration. Oui, bien entendu, comme toujours, on est responsable de tout. Moi, je dis simplement que la méthode qui a été utilisée dans un sujet qui coupe la France en deux, ne pouvait pas être tranchée par le seul vote de parlementaires qui s'appuie sur une élection qui a déjà 10 mois et qui effectivement prévoyait ce mariage pour tous, mais dont les Français n'avaient pas pris la mesure du changement que cela va inclure. On la valide, sinon nous par un vote avons du déposé Parlement. une motion référendaire, nous avons défendu bec et ongle la possibilité de faire trancher par le peuple ce problème parce qu'il touche le plus intime de chacune et de chacun. Et vous savez très bien qu'au-delà des unanimismes, on a vu comment les socialistes n'ont pas eu les socialistes qui étaient en désaccord avec cette loi n'avaient pas le droit de parler. On a quand même bien vu avec nos yeux, mais tu le sais bien, c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors que chez nous, du reste, il y a eu la liberté, puisqu'un certain nombre de sénateurs de droite se sont librement prononcés. Nous avons considéré que le problème était tellement grave qu'il touchait... Attendez, vous nous dites qu'il y a des sénateurs, donc vous les avez vus de vos yeux, des sénateurs socialistes qui n'ont pas eu le droit de s'opposer. Mais monsieur Grossière, pourquoi ont-ils utilisé en rafale le scrutin public? Qu'est-ce que ça signifie en procédure parlementaire? C'est d'empêcher l'expression de sénateurs à titre individuel qui pourraient s'y opposer. Nous ne sommes pas des naïfs. Pourquoi vous n'avez pas demandé sur le vote final, le scrutin public, vous? Et après, vous avez dit ils ont voté à main levée pour aller en catimini. Alors c'était à vous à le demander. Pourquoi vous n'avez pas expliqué? Pourquoi vous l'avez pas demandé? Enfin bon, très sérieusement, on sait qu'il peut y avoir 2-3 socialistes qui n'étaient pas d'accord avec ce texte. Et puis de l'autre côté, Madame Joanneau pour l'UDI, et puis d'autres de leur côté. C'est pas le sujet. On sait même très bien que c'est un débat où tout le monde ne va pas être d'accord dans le pays. Mais on était tous d'accord sur le Pacs. Et puis on en reparle 10 ans après. Non. Ceux qui s'opposaient de la même façon il y a 10 ans sur le Pacs, avec la même violence des mots parfois, nous disent l'alternative à votre position, c'est le Pacs finalement. Dans 10 ans, vous nous direz peut-être qu'on avait raison. De la République, qui est le garant de l'unité nationale, a tenu une table ronde. Ces gens ont été reçus en cachette à 2 reprises. On a dit qu'il s'agissait d'une manifestation intéressante. Alors, manifestement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Monsieur Cambon, pour vous, c'est au chef de l'État à pacifier la situation. Absolument. Il l'a assez dit pendant la campagne qu'il était le garant de l'Union. Le pays est coupé en deux. Le président de la République doit prendre une initiative très forte sur ce sujet. Dans David Assouline, c'est l'UMP qui doit pacifier la situation. On a un philosophe avec nous. Martin Legros, selon vous, est-ce qu'au-delà du débat qui s'est cristallisé là sur le mariage gay, selon vous, la crise économique et puis peut-être un reproche de manque d'autorité qui est adressé également au chef de l'État et au pouvoir exécutif? Il en a beaucoup puisqu'il va au bout. Il reculerait, on dirait peut-être qu'il aurait un manque c'est pas le sentiment des Français à travers les sondages. Leur responsabilité dans cette montée des tensions dans notre pays. Qui en profite? Est-ce qu'il y a donc ces groupuscules qu'on voit renaître aujourd'hui un peu partout en France, qui se prétendent identitaires ou nationalistes? D'autres sont des fascistes. Des fascistes, dit David Assouline. Si je peux essayer de répondre 2 secondes à la question sans être interrompu, je crois que le spectacle que vous venez de donner est le signe même de la difficulté qu'il y a simplement à aborder une question qui est importante, sur laquelle il ne s'agit pas de... la droite et la gauche se sont accusés les uns d'homophobie, les autres d'être dans le champ dans le sens de l'histoire. Il ne me semble pas que le débat, excusez-moi, messieurs les politiques, ait été simplement posé, argumenté. Vous auriez dû venir, il y a eu 50 heures de débat au Sénat. Oui, mais le spectacle que vous donnez ici même après ce débat, me semble... Peut-être que vous êtes indifférent à Si je peux parler sans être interrompu, monsieur Assouline, merci. Je voudrais terminer, dire 3 phrases sans être interrompu. Vous êtes un philosophe, merci. Donner des leçons aux politiques. Non, je demande simplement la parole, c'est tout ce que je demande. On vous écoute, Martin Legros. Je dis que je crois très sincèrement qu'il y a une politisation de cette question en France, que nous n'avons vu nulle part ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure des Australiens, demain des Américains. Pourquoi
pourquoi ça ne pose pas autant de problèmes? Parce que de leur point de vue, chacun reste maître de la définition qu'il met dans la famille. Les Français, eux, considèrent qu'il faut s'entendre communément sur ce que l'on met derrière la famille. Je ne dis pas ça en prenant position pour les uns ou pour les autres, pour essayer de comprendre ce que ni vous n'auriez prévu il y a un an, c'est-à-dire des manifestations de cette ampleur dans les rues. Il y a eu une politisation de cette question en France, exceptionnelle, et vous seriez bien avisé d'essayer de comprendre pourquoi cette question est politisée aujourd'hui en France. C'est tout ce que j'ai à dire. Elisabeth Ronzier, vous avez une interrogation là-dessus, vous, sur la politisation de ce débat? Vous ne le souhaitiez pas, j'imagine. De toute façon, il nous semble que c'est un débat politique. De toute façon, à partir du moment où c'est une question qui est posée, qui clive aussi les partis politiques entre eux. Après, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une radicalisation aussi extrême du mouvement, notamment d'opposition au projet de loi. On sait très bien qu'il y a encore des réticences dans la société, que ce soit face à l'homosexualité en général ou face à l'égalité des droits en particulier. Mais la radicalisation à laquelle on assiste depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, est véritablement alarmante. Chez SOS Homophobie, on reçoit 3 fois plus d'appels de victimes qu'à la même époque l'année dernière. C'est bien qu'il y a un problème qui se pose et il est temps d'en appeler au calme. Et donc on appelle notamment les responsables politiques de l'opposition à ce qu'ils condamnent fermement tous les propos qui peuvent être tenus dans l'hémicycle ou hors de l'hémicycle et voilà, qu'ils agissent activement pour pacifier le débat. Et c'est pas ce qu'on entend en ce moment. Est-ce que vous redoutez les nouvelles manifestations? Il y a une grande manifestation qui est annoncée, la Manif pour tous dimanche, à nouveau. Est-ce que vous demandez aux organisateurs de chasser les groupuscules ou toute mention homophobe, s'il peut y en avoir? Je ne suis pas sûre que ce soit la présence ou l'absence des groupuscules dimanche dans la manifestation qui change quelque chose à la radicalisation de la mobilisation, parce que les groupuscules agissent certes dans le cadre de la manifestation, mais peuvent aussi agir en dehors des manifestations. Les groupuscules qui ont saccagé un bar à Lille hier soir ou qui ont attaqué un couple de gays le week-end précédent, c'était pas en marge d'une manifestation, c'était en dehors de la manifestation. Donc c'est juste les organisateurs, à mon avis, de cette manifestation qui devraient eux aussi prendre leurs responsabilités et à en appeler au calme. Et ça peut passer par le fait de ne pas manifester contre les droits d'autres personnes. Christian Cambon, votre collègue Jean-Pierre Raffarin a évoqué la chienlit avant-hier. Il a repris le mode de Gaulle en mai 68. Est-ce que ce sont des mots comme totalitaire qui peuvent bien libérer certains groupuscules dans notre pays? Écoutez, je ne pense pas que c'est les mots de Jean-Pierre Raffarin qui libèrent les groupuscules. Je le connais, c'est quelqu'un de suffisamment modéré. Je crois simplement effectivement que cette réforme, qui est une réforme clivante, et que le gouvernement de gauche a voulu clivant, car on savait très bien ce qui allait se passer. Mais c'est Mme Boutin, par exemple, qui parle de guerre civile. Oui, mais Mme Boutin a ses propres mots. Mme Boutin, c'est Mme Boutin, et je ne suis pas Mme Boutin. Je dis simplement que dans le contexte économique de crise gravissime, où les gens sont confrontés à des problèmes de chômage au quotidien, aujourd'hui, il y aura eu 1000 chômeurs de plus qu'hier. Effectivement, lorsque l'on vient surajouter à ça des réformes de société qui ne font pas l'objet d'un consensus, l'institution du mariage, c'est une institution que des millions de gens respectent, un homme et une femme pour faire une famille et faire des enfants. On avait le droit de respecter ça. Nous étions pour l'union civile. Nous étions pour que les droits deviennent égaux entre les couples d'orientation sexuelle différentes et les couples d'orientation sexuelle semblables. Je pense qu'il y avait moyen, comme bien d'autres pays européens, vous l'avez dit, ont réussi à le faire, de passer au-delà. Les pays qui ont adopté le mariage pour oui, le mariage gay. Oui, mais comme par hasard, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté le terme mariage. Le mariage, c'est quelque chose de particulier. Oui, tous les pays ne l'ont pas fait. L'Allemagne ne l'a pas fait et on n'a pas divisé l'Allemagne. Moi, je suis pour la reconnaissance et l'égalité des droits et des devoirs aussi accessoirement. La seule chose, c'est qu'on veut remplacer le droit de l'enfant par le droit à l'enfant. Eh bien, il y a une partie des Français qui ne sont pas d'accord. Et donc, ce sujet, vous pouvez en débattre pendant 50 heures ou 100 heures au Parlement, faire 12 lectures les unes à la suite des autres. Ça heurte profondément l'intime de millions de familles françaises. Et donc, nous en appelons au président de la République pour qu'il prenne une initiative, car ces gens étaient... Maintenant, c'est plus possible. Oui, tout est toujours possible. C'est mardi. Oui, mais il y aura aussi le Conseil constitutionnel qui rendra une décision. Et nous avons fait en sorte dans le débat que l'on pointe un certain nombre de problèmes sur le nom, sur le régime de l'adoption, qui vont poser difficulté dans ce pays qui a hérité du droit romain pour le droit de la famille. Alors, David Assouline, à cet appel, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que sur le fond, ça peut heurter les familles, mais ce qui heurte le plus, c'est que les couples homosexuels n'aient pas les mêmes droits que les autres couples.
Et nous Et sommes donc, pour qu'ils aient les mêmes je droits. vais juste La essayer- seule chose, non, c'est mais que le problème de laissez-moi l'affiliation finir. heurte. À partir Voilà. du moment où l'institution du mariage est une institution dans notre pays qui est laïque et civile, le mariage religieux on peut est tout à fait continuer avec ses normes et ses règles. Donc c'est les mêmes droits, c'est la même institution pour tous. Et donc il y a ce désaccord. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'alors que le processus est démocratique pour légiférer, autant qu'en Espagne, je le rappelle, et en Espagne, bien sûr, qu'il y a eu des grandes protestations. Les familles qui étaient contre étaient aussi heurtées. Ça n'a pas dégénéré de cette façon parce que probablement les responsables politiques n'ont pas attisé et légitimé de sortir du cadre. Or, je vous le répète, on peut avoir des débats. Moi, je respecte votre modération et vous avez condamné à chaque fois qu'il y a eu des écarts. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et de éminentes responsabilités du MP. Je Dernière répète, question. il doit y avoir la cohésion nationale. Ce n'est pas être il reste d'accord. 30 secondes La pour cohésion vous poser une nationale, ce question. n'est pas être d'accord Avec sur le la mariage réponse. pour tous. Est-ce que vous La craignez, cohésion nationale, d'un mot, c'est tous respecter le cadre de la Alors, République et de la et démocratie. aujourd'hui, oui ou non, est-ce que vous craignez pour la cohésion sociale, nationale? Oui, non? Avec ce qui se passe? Oui? Vous avez des inquiétudes? Mais Oui. J'en ai, mais ça ne Et Jean suffit pas de Cambon. dire oui ou Oui, non. j'ai des inquiétudes Oui. parce que rien n'est fait pour Monsieur le calmer cette philosophe, blessure. au Monsieur cœur de la Villezov, vous France. voyez la société en ébullition, vous avez des inquiétudes aussi? Non, non, j'ai aucune inquiétude. Ah, vous n'avez pas d'inquiétude. Bon, eh ben, on terminera sur cet optimisme. Et vous? Moi, j'ai pas d'inquiétude non, Non plus, plus. parce que la semaine prochaine, les Français verront que la société ne s'effondrera pas, même si des homosexuels peuvent se marier. Merci à tous d'avoir accepté de débattre, même avec des termes parfois enflammés. Sachez que Brigitte Bardot, en tous les cas, veut que les fauteurs de troubles soient mis hors d'état de nuire avant la manifestation qu'elle organise dimanche. À noter que la chef de file des anti-mariages pour tous a été déboutée aujourd'hui de son action en diffamation contre Jean-Pierre Michel. Le rapporteur du texte au Sénat avait dit que Brigitte Bardot représentait la pire des homophobies. Allez, toute autre chose maintenant avec deux anciens cyclistes qui ont été auditionnés aujourd'hui au Sénat. Ils avaient en leur temps défrayé la chronique du dopage. Christophe Basson, qui fut le monsieur propre en fait du peloton, et puis Erwan Manteour, qui avait lui reconnu s'être dopé. L'accès des sportifs amateurs aux substances interdites était l'un des thèmes abordés par cette commission d'enquête sénatoriale. Reportage d'Alexandra Collineau. Antidouleurs, corticostéroïdes, amphétamines, il suffit souvent d'une simple prescription d'un médecin pour permettre aux sportifs amateurs de se doper. 15% des adultes sportifs du dimanche reconnaissent avoir recours à des substances dopantes. 3 à 5% des adolescents, soit 1 million de personnes. Et parfois, les cocktails dopants sont beaucoup plus artisanaux. On voit se dessiner depuis plusieurs années maintenant des dopages à différents niveaux. Par exemple, le dopage underground est un dopage qui touche ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui veulent essayer malgré tout et qui vont consommer, par exemple, un fond de carburant dans un verre avec du jus d'orange par-dessus. Vous imaginez le mélange détonnant que ça peut être. Une pratique qui se banalise. On a de plus en plus souvent tendance à recourir à un médicament pour affronter les petits obstacles de la vie quotidienne, le petit coup de déprime, le petit anxiété, le petit ceci, le petit cela. Donc ça rentre progressivement dans les mœurs et c'est déjà rentré beaucoup. Plusieurs facteurs ont été évoqués ce matin au cours des auditions de la commission d'enquête. Faible estime de soi, volonté de s'intégrer à un groupe, importance donnée à l'apparence, mais finalement peu souvent la faiblesse physique. Car comme l'ont rappelé les experts réunis pour ces auditions, le dopage dans le sport amateur s'intègre dans une culture de la performance au quotidien. Voilà, c'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk, eh bien, je passe l'antenne à nos confrères de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, à qui j'adresse un petit message de solidarité, bien sûr, après l'agression de deux de leurs journalistes hier soir aux abords de l'Assemblée par des groupuscules qui donc défilaient de manière violente contre le mariage gay. Bonsoir à tous et très bon week-end. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue comme Mendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Déshabillons-les.
samedi à 23h45 sur Public Sénat.